Dans cette vidéo, nous allons discuter de notions essentielles en physique dès qu'on arrive dans les études post-bac. Il s'agit donc du gradient, de la divergence et du rotationnel. Et donc forcément, on va devoir parler de l'opérateur nabla. Alors je préfère te le dire tout de suite, si tu es encore au lycée, cette vidéo, elle n'est pas forcément pour toi. C'est clairement hors programme. Par contre, elle sera utile à tous les étudiants qui suivent encore un cursus scientifique après le bac. Donc si tu es en licence ou en prépa, ce sont des notions à connaître. Mais c'est également le cas dans de nombreux concours. Et la raison, elle est toute simple, on se sert de ces opérateurs dans beaucoup de formules de la physique. Ce sont donc des outils de base pour tous ceux qui se lancent dans un cursus scientifique. Pour calculer le gradient, la divergence et le rotationnel, on va avoir besoin de définir au préalable un opérateur, l'opérateur nabla. On le note avec le symbole delta, mais à l'envers. Et il s'agit bien d'un vecteur, donc n'oublie pas la flèche au-dessus. Comme tu le vois lorsque j'ai détaillé l'écriture de l'opérateur nabla, il fait appel à des dérivées partielles. Et donc tu t'en doutes, c'est indispensable que tu saches calculer les dérivées pour pouvoir maîtriser cet opérateur. Et aussi que tu saches ce que c'est qu'une dérivée partielle. Mais bon, pas de panique là-dessus, je vais te fournir un petit rappel sur la manière d'utiliser les dérivées partielles, mais en partant du principe quand même que tu maîtrises déjà le calcul d'une dérivée. Car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Et dernière chose avant qu'on attaque réellement, on utilise l'opérateur nabla avec des coordonnées cartésiennes. Alors c'est vrai qu'on pourrait être amené à l'utiliser avec des coordonnées sphériques ou polaires, mais alors l'opérateur nabla n'est plus le même qu'ici. Bref, ne fais pas l'erreur de l'utiliser tel quel en coordonnées sphériques, cylindriques ou polaires, car ton résultat sera faux à coup sûr. On va utiliser l'opérateur nabla avec des champs, c'est-à-dire la représentation d'une grandeur physique en tout point. Sachant que dans mes exemples qui vont suivre, on sera en 3 dimensions, donc avec 3 coordonnées. Mais pour que ça soit plus simple à visualiser, je vais commencer par te représenter des champs en 2 dimensions. Pour rappel, on va rencontrer 2 types de champs. On aura tout d'abord les champs scalaires, qui sont simplement la notation d'une grandeur en tout point de l'espace. Une carte météo, c'est un exemple de champ scalaire en 2 dimensions. On note en tout point de la carte de France la température par un nombre, autrement dit un scalaire. D'où le nom de champ scalaire. Si par exemple tu prends la température en tout point de la pièce dans laquelle tu te situes, tu aurais alors un champ scalaire en 3 dimensions de la température. Et on a aussi des champs vectoriels dans lesquels on place en tout point de l'espace des vecteurs donc. Ça reviendrait par exemple à avoir une carte du vent à un endroit donné. On précise la vitesse du vent, la norme si tu préfères, et son orientation qui va nous indiquer vers où le vent souffle. Et pour faire ça, on va utiliser des vecteurs. Sur les champs vectoriels, on va pouvoir représenter des lignes de champ, qui sont en quelque sorte le chemin qu'on peut suivre en partant d'un point de l'espace et en suivant les vecteurs. Sur mon exemple, je t'ai représenté en rouge quelques lignes de champ. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel, tu as toutes les armes pour comprendre la définition du gradient, de la divergence et du rotationnel. Commençons donc par le gradient. On peut le noter de 2 manières, soit grade de f, soit avec l'opérateur nabla en précisant nabla f. Et comme on l'a dit au début, l'opérateur nabla est bien un vecteur. On ne peut calculer le gradient que sur un champ scalaire. Et c'est pour ça que dans la définition ici, f n'a pas de vecteur au-dessus. Par contre, un gradient, ça sera un vecteur. C'est pour ça qu'on a la flèche au-dessus du gradient. Lorsqu'on calcule un gradient, on utilise donc ça sur un scalaire, un nombre, et on obtient un vecteur. Passons maintenant à la divergence. On peut noter ça de 2 manières, soit div de f, soit nabla scalaire f. Et comme tu l'as peut-être remarqué, f est cette fois-ci un vecteur, puisqu'on ne peut calculer une divergence que sur un champ de vecteurs. Mais comme l'opération c'est un produit scalaire entre 2 vecteurs, on va obtenir un scalaire en finalité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vecteur sur la divergence. Et enfin, on termine avec le rotationnel. On peut noter ça également de 2 manières. Rot de f, ou nabla produit vectoriel de f. Et encore une fois, ici, f est un vecteur. Ça s'applique donc à un champ de vecteurs. Mais puisqu'on fait cette fois-ci un produit vectoriel, on obtient un vecteur. Et c'est pour ça qu'il y a une flèche sur le rotationnel. Bon, ça c'est pour les définitions, c'est bien beau, tu dois comprendre ça, mais lorsqu'on va faire un calcul, ça va pas vraiment t'aider. D'ailleurs, ce que tu as à l'écran là sous les yeux, c'est vraiment tout ce que tu dois retenir. Ce qui va suivre, ce n'est tout simplement que l'application de ce que tu as sous les yeux. On est donc sur des formes très compactes, et c'est l'intérêt de l'opérateur nabla d'ailleurs. Si on écrit la forme détaillée du gradient en utilisant l'opérateur nabla sur un scalaire f, on obtient ceci. On a donc un vecteur en 3 dimensions qui fait appel à 3 dérivées partielles. Et directement à la suite, on va faire des exemples pour que tu vois comment on calcule les dérivées partielles. La divergence, on l'a dit, on va l'utiliser sur un vecteur. Un vecteur donc ici dans l'exemple qui est en 3 dimensions. Une coordonnée selon x égale à fx, une coordonnée selon y égale à fy, et une coordonnée selon z égale à fz. Et si on fait le produit scalaire entre le vecteur nabla et le vecteur f, on obtient ceci. Pour rappel, lorsqu'on fait un produit scalaire, on multiplie les coordonnées selon x des 2 vecteurs, on additionne ça avec le produit des 2 coordonnées de l'opérateur nabla et f, selon y, et on refait la même opération avec les coordonnées selon z. On a donc encore une fois 3 dérivées partielles à calculer. Mais cette fois-ci, on va les additionner et on n'aura pas un vecteur, on aura un nombre, un scalaire. Et enfin, on en arrive au calcul du rotationnel. Bon, c'est là que c'est un peu plus compliqué, puisqu'un produit vectoriel, c'est un peu plus compliqué qu'un produit scalaire à calculer. Mais si on est rigoureux, normalement, il n'y a pas d'erreur à faire.
Alors si tu es très à l'aise avec les produits vectoriels, t'as peut-être la réponse directement. Mais sinon, plutôt que de te la donner telle quelle, je vais détailler un petit peu les calculs. Mais encore une fois, le but de cette vidéo, ce n'est pas de t'apprendre à faire un produit vectoriel. Je pars du principe que tu sais déjà le faire, qu'en tout cas tu l'as déjà vu. On l'a dit, le rotationnel, ça sera donc un vecteur. Il y aura donc des coordonnées selon x, y et z. Et ici, je t'ai écrit la coordonnée selon x. Pour calculer la coordonnée selon x, on repart de ce qui est au-dessus et on raye toutes les coordonnées selon x. Il nous reste donc des coordonnées selon y et selon z. Et ensuite, on va faire l'opération en croisée. On aura donc dérivée partielle de fz selon y, moins, puisqu'il y aura toujours le signe moins, dérivée partielle de fy selon z. Et on n'a plus qu'à reproduire l'opération pour avoir la coordonnée selon y. Donc pour ça, on raye les coordonnées selon y au-dessus. Il nous reste donc les coordonnées selon x et selon z. Et on refait la même chose pour avoir les coordonnées selon z. Petit rappel avant de passer aux exemples, pour calculer une dérivée partielle, on va donc avoir une fonction qui contient plusieurs variables. Donc ici 3, x, y et z. Lorsqu'on cherche à calculer une dérivée partielle, on va prendre une fonction qui a plusieurs variables et calculer la dérivée selon une des variables seulement. Donc ici par exemple, on cherche à calculer la dérivée partielle de la fonction f selon x. Pour ça, on va considérer que toutes les autres variables sont des constantes. Et pour rappel, quand on dérive une constante, c'est égal à 0. Donc finalement ici, on aura 0 pour tout le paquet qui est sous le bloc orange. Et ensuite, on n'a plus qu'à dériver tout ce qui reste selon x. Donc ici, la dérivée de x carré selon x, c'est 2x. Donc la dérivée partielle de la fonction f selon x, c'est égal à 2x. Pour calculer la dérivée partielle selon y de la même fonction, on va considérer que les x et les z sont des constantes. Quand on va les dériver, ça va être égal à 0. On n'a donc plus qu'à dériver 2y, et on obtient 2. Et enfin, pour calculer la dérivée de la même fonction selon z, on considère que les variables x et y sont des constantes, et on obtient moins 1. Bon, tu le vois, si t'es à l'aise avec les dérivées, normalement c'est pas trop complexe. Même si c'est vrai qu'on peut avoir des calculs qui sont quand même un peu plus lourds que ça. Et bien maintenant, on va reprendre la même fonction et on va calculer son gradient. Grade de f, on l'a dit, c'est égal à dérivée partielle de f selon x, pour la coordonnée en x, dérivée partielle de f selon y pour la coordonnée en y, et dérivée partielle de f selon z pour la coordonnée en z. Ça, c'est la définition qu'on a vue au-dessus, donc ça, c'est quelque chose que tu dois connaître par ton cours. Là, ici, on a fait que écrire la formule. Et ensuite, tu n'as plus qu'à faire les calculs qu'on a fait juste avant. On obtient donc 2x, 2 et moins 1. Ça, c'est le gradient de f. Lorsqu'on calcule la divergence, on calcule la divergence d'un vecteur cette fois-ci, non plus d'un scalaire. Donc ici, pour ne pas compliquer les calculs qui vont suivre, j'ai utilisé les mêmes valeurs. Mais attention, on est cette fois-ci sur un vecteur f et non plus un scalaire f. La divergence de f, c'est donc par définition ce que tu as sous les yeux. Et puisqu'on a déjà calculé les dérivées partielles au préalable, on obtient 2x plus 2 moins 1. On peut continuer le calcul, et on obtient finalement que la divergence de f, c'est 2x plus 1. Et enfin, on termine avec le rotationnel. Alors pour que ça soit un peu plus intéressant, j'ai rajouté un petit peu de valeur dans les coordonnées du vecteur f. On repart de la définition du rotationnel, et on doit donc calculer un produit vectoriel entre nabla et le vecteur f. Ce que tu as ici, tu dois le connaître par cœur, et ce que je t'affiche maintenant, ça, ce n'est pas à connaître par cœur, c'est juste à savoir retrouver très rapidement en 1 minute maximum. Tu vois donc cette fois-ci qu'on doit calculer plein de dérivées partielles différentes. Si on décompose un peu le calcul, prenons la dérivée partielle de fz selon y. Ça c'est égal à 0 puisque dans la coordonnée du vecteur f selon z, il n'y a pas de variable y. Ça nous permet de reporter ça dans notre réponse, on écrit donc un 0. Bien, on continue, on calcule maintenant la dérivée partielle de fy selon z. Et on voit cette fois-ci que dans l'écriture de fy, il y a 2y plus z carré. On commence par poser tous les x et les y égales à des constantes. Quand on va dériver donc 2y, on obtiendra 0. Et il nous reste z carré à dériver selon z. Et pour rappel, la dérivée de z carré selon z, c'est égal à 2z. C'est vraiment une dérivée très simple qu'on apprend au début lorsqu'on apprend les dérivées. On reporte ça et on obtient moins 2z. Tu répètes la même opération 6 fois, puisque tu as 6 dérivées partielles à calculer, et tu obtiens ce que tu as sous les yeux. En finalité, le rotationnel du vecteur f qu'on avait au départ, c'est moins 2z, moins 3 et 2y. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a été utile, fais-le moi savoir en commentaire, mets un pouce bleu, et abonne-toi pour avoir accès à du contenu régulier qui vont t'aider à avoir de très bonnes notes en physique-chimie.